Voilà. Je profite juste pour faire une brève présentation. Professeur Petar Uberina a contribué à l'essor de l'école d'interprètes internationaux de Mons que M. Raymond Renard a créé en 1962 et M. Uberina a envoyé à cette occasion une douzaine de ses disciples à Mons. Raymond Renard donc a créé à l'université de Mons l'Institut de phonétique et l'école d'interprètes internationaux qui ont atteint une renommée internationale. En 1975, il a fondé avec Petar Uberina et Paul Rivin l'Association internationale pour le développement de la méthode SGAL, structurant global audiovisuel, d'enseignement et d'apprentissage des langues. Il milite très activement pour le développement de la francophonie et il a publié beaucoup d'ouvrages, mais il a publié récemment une éthique pour la francophonie, question de politique linguistique, qui a déjà atteint plusieurs éditions. Voilà. Merci Madame la Présidente. Merci de m'avoir invité. Je vais, compte tenu du temps, entrer tout de suite dans le sujet. Donc, mon intitulé, c'est « Langue, changement de paradigme ». Bon, il y a beaucoup de gens qui parlent de changement de paradigme. Paradigme, c'est au fond la manière dont nous concevons les choses d'une manière générale, notre système de perception du monde, des choses, des valeurs, des normes. Et nombre de philosophes et de sociologues parlent aujourd'hui de changement de paradigme. Moi, je ne suis ni philosophe ni sociologue, mais observant l'évolution de la science qui nous rassemble, la linguistique, il m'a semblé qu'il y avait un renversement total de logique dans la manière de concevoir les langues. Et c'est donc, sans entrer dans trop de considérations d'ordre épistémologique ou philosophique, que je vais envisager deux cas particuliers qui me semblent illustrer cette modification dans la manière de considérer les choses sur le plan de la francophonie. Parce que, comme on vous l'a dit, c'est le problème de la francophonie qui m'intéresse là-dedans. La première va concerner l'évolution que l'on peut constater, me semble-t-il, dans la réaction culturelle qu'on peut avoir en matière d'écologie des langues. Tous les discours qu'on a entendus ce matin vont dans ce sens, vous allez voir, qui interpellent, comme vous l'avez vu aussi, les défenseurs du français très singulièrement dans la perspective des valeurs que la langue française est censée porter. Et la seconde, qui n'en est qu'un corollaire, portera sur la didactique des langues. Je commence par l'écologie des langues. Plurilinguisme et pluriculturalisme. Vous en avez entendu parler, c'est aujourd'hui la grande mode. Ils ont conquis l'intelligentsia occidentale. Même celle de l'Union européenne, nous y reviendrons tout à l'heure. Pour expliquer l'intérêt croissant d'apprendre d'autres langues et de connaître d'autres cultures, les arguments ne manquent pas, on les connaît tous, on en a encore parlé ce matin, l'accroissement des échanges internationaux qu'appelle une mondialisation galopante depuis un demi-siècle qui cause pas mal de dérives. On en a parlé sur le plan linguistique, la dérive de l'uniformisation au profit de l'anglais. En réalité, les causes du changement me paraissent autrement complexes et lorsqu'on tente d'approfondir la question,
on peut se demander si justement il ne s'est pas produit en un siècle un véritable changement de paradigme, attestant le passage progressif d'une logique de l'unicité à une logique de pluralité. Cette transformation s'est étalée tout au long du dernier siècle, selon un déroulement que je vais tenter de vous brosser assez rapidement, schématiquement aussi, à gros traits, sous la forme d'une succession d'étapes qui, à certains égards, sont parfois des étapes révolutionnaires. Donc, on va schématiser l'affaire en prenant les deux bouts du processus. Ligne de départ, une logique de l'unilinguisme, ligne d'arrivée, la logique du plurilinguisme. Quelle est la situation à la veille du siècle dernier? Quelques dates significatives. 1784, discours de Rivarol, qu'à ma manière, je résumerai comme ceci: fini l'hégémonie de Rome et du latin, le moment du français est arrivé. 1793, les Français disent 93. 1793, Condorcet reprend et dit que le langage cesse de partager les hommes en deux classes. Pour aller vers le français, bien entendu, qui devrait se généraliser. Et l'abbé Grégoire, qui le suit, avec un rapport sur la nécessité d'anéantir le patois et d'universaliser l'usage de la langue française, c'est ce qu'on pourrait traduire en un autre slogan de choc qui serait « mort au dialecte et au patois ». Ces conceptions-là vont dominer tout le XIXe siècle. Ça, et qui est aussi, ne l'oubliez pas, le siècle de la colonisation, ce qui est important. Ça, c'est la ligne de départ, fin du XVIIIe. Et en ce début du XXIe, donc plus d'un siècle après, ligne d'arrivée, changement complet de paradigme, logique du plurilinguisme, que je vais essayer de vous illustrer en présentant l'évolution de trois organisations majeures, l'Union européenne, l'OIF et l'UNESCO. Alors je commence par l'Union européenne. Cette évolution est très intéressante à bien des égards. Manifestement, et je regrette de devoir dire contrairement à ce qui a été dit ce matin, la problématique des langues ne semble pas avoir donné lieu à une législation ou une réglementation abondante, et l'on serait tenté de résumer la politique européenne en la matière par un demi-siècle d'inexistence. On vous a parlé ce matin de ce fameux règlement de 1958. C'est la seule chose qu'il y a eu. Il y a eu 4 pays qui se sont unis pour créer l'Union européenne, et ça a fait 4 langues. Et le règlement qui est sorti à ce moment-là disait « Le traité européen sera traduit dans la langue de chaque pays qui y entre ». Ça veut dire que la langue de ce pays fait foi. C'est l'expression. Et c'est la seule chose que l'on ait au début de l'Union européenne. Sans doute pour les pères de l'Union européenne, la priorité étant la réalisation d'un grand marché économique et la mise en œuvre d'une supranationalité économique, le problème linguistique et culturel d'ailleurs aussi passait au second plan. En outre, les décideurs, ça il faut le reconnaître, ont très vite pris conscience du caractère périlleux du sujet, qui allait devenir un sujet tabou. Mis à part quelques réglementations indispensables, la Commission s'est débarrassée dès le début de la question linguistique
en l'abandonnant au Conseil de l'Europe et au Parlement européen dès 1954, en abandonnant le soin de s'occuper de tout ce qui concernait l'enseignement des langues et en se limitant, il faut bien le reconnaître, à accueillir avec bienveillance les initiatives du Parlement européen, comme les programmes Lingua, Socrates et autres, dont on vous a parlé tout à l'heure. On peut, malgré tout, certes, définir ou tenter de définir la politique linguistique européenne par l'examen des différents traités, et c'est là que l'on trouve ces règles de facto qui font que chaque langue de chaque État, et on vous a rappelé ce matin qu'il y avait finalement 23 langues, est considérée comme officielle et de travail. Chaque langue de cet État. Et là, il faut bien reconnaître que c'est une des choses extraordinaires qu'apporte l'Union européenne. C'est la seule organisation mondiale qui est inscrite finalement dans ses habitudes le fait de reconnaître les langues de chacun. Ça n'existe nulle part ailleurs. Nous verrons peut-être, si on a le temps, dans quelle mesure le de jure devient de facto. Ça, c'est une autre affaire. Mais la règle non écrite, depuis le début, c'est le respect du multilinguisme officiel. Voilà le point de départ. Respect du multilinguisme officiel. Au souci de ce respect de multilinguisme officiel des décideurs de l'Union européenne, répondent certes les nombreuses recommandations du Conseil de l'Europe ou du Parlement européen en faveur d'un plurilinguisme des individus avec une insistance marquée pour un trilinguisme. On vous en a parlé ce matin. Mais il faudra attendre le début du XXIe siècle, donc il y a quelques années, il faudra attendre le début du XXIe pour que l'Union européenne mette clairement fin au tabou des langues, en créant d'ailleurs un portefeuille des langues pour un commissaire européen. Ça n'était jamais arrivé avant le dernier élargissement. L'année 2005 pourra être marquée d'une pierre blanche pour la production par la Commission d'un document fondamental et lucide qui s'appelle « Un nouveau cadre stratégique pour le multilinguisme ». C'est un texte que vous devriez lire. On s'y refuse à l'unilinguisme anglais. Je cite, « L'anglais ne suffit pas », c'est indiqué dedans. On y souligne les avantages de la société multilingue. Je cite, « Elle encourage à plus d'ouverture envers les autres, leur culture, leurs valeurs, améliore les capacités cognitives, renforce les compétences des apprenants dans leur langue maternelle. » Mais surtout, le multilinguisme y est présenté comme une, je cite, « spécificité de l'Union européenne, essentielle à son bon fonctionnement. Elle a certes un prix, et on le trouve dans le texte, 2,28 € par citoyen et par an, mais, je continue la citation, sans lui, une Union européenne démocratique et transparente ne serait pas possible. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que l'on aimerait trouver un peu partout. Donc, résumé sur l'Union européenne, après un demi-siècle de demi-sommeil, réveil absolu, on passe de la subsidiarité au plurilinguisme. De l'Europe, passons à l'OIF, pour illustrer un autre aspect de cette évolution. Dans cet ensemble de l'Organisation internationale de la francophonie, vous le savez, il existe plusieurs États, principalement subsahariens, déclarés francophones.
connaît la boutade de Chaudenson à leur propos lorsqu'il dit « Dans la francophonie, il y a 10% de francophones, 25% de francophonoïdes et 65% de franco-aphones. » Ces États-là se sont trouvés bien désemparés face à un aménagement linguistique vicié dans ses fondements qui fait parfois encore, du français langue officielle non seulement de l'administration, mais aussi de la scolarisation. En vérité, l'accession à l'indépendance s'est longuement accommodée d'une grande indifférence aux questions linguistiques et à leurs conséquences, tant chez les dominants que chez les dominés. Indifférence et résignation caractéristiques d'une très longue période qui n'en a pas moins maintenu vivaces plusieurs centaines de langues. Ce qui est de remarquable et lourd de signification, c'est que tant de langues, parlées parfois pendant quelques milliers d'individus, aient résisté à ce rouleau compresseur de près d'un siècle. Résisté sans écriture, sans être enseigné, sans être reconnu, en étant dénigré, ignoré, nié, ridiculisé. Quelle force que ces langues. Et donc quelle puissance d'expression et quelle fragilité que celle des langues importées, si prestigieuses soient-elles, quelle peine pour elles de se faire adopter, voire à se maintenir en zone exogène. Mais peu à peu, mais il a fallu longtemps, puisqu'on va arriver au début de ce siècle, on a pris conscience de l'échec de la scolarisation. Et au-delà, de la difficulté de développer un pays dans une langue étrangère peu ou mal maîtrisée par les populations. Je ne connais pas un pays au monde qui ait pu se développer dans une langue étrangère. La francophonie, ou plutôt sa classe dirigeante, a dû admettre un certain nombre de vérités simples, qu'on a rappelées tout à l'heure, qu'on ne peut s'ouvrir à l'autre que si on se sent en sécurité dans sa propre langue, que la reconnaissance de la diversité est un préalable au développement d'une vraie solidarité, que la règle la plus élémentaire de tout enseignement destiné aux enfants est d'être dispensé dans une langue compréhensible par eux. L'idée s'est peu à peu imposée aux responsables que le plurilinguisme fonctionnel, populaire, largement partagé, tout en contribuant efficacement à la diffusion du français, s'inscrivait dans la logique éthique du projet humaniste de la francophonie. Le tournant décisif, capital, surviendra en 2003. Vous voyez tout à l'heure, tournant en 2005, voici 2 ans avant, tournant en 2003, à l'occasion de la réunion provoquée par l'OIF des États généraux de l'enseignement du français en Afrique subsaharienne. 600 participants, tous professeurs de français, auront créé la surprise par l'accent mis sur, je cite le rapport final, l'égalité des langues, cultures et le refus de toute hiérarchisation dans ce domaine. La plupart des recommandations, il y en eut 200. Le rapport final, aussi bien que le mémorandum de la Confémène, parce que les ministres de l'éducation des pays de langue française se réunissaient parallèlement à Libreville. Eh bien, ce rapport-là aussi se sont inscrits dans la volonté de voir se mettre en place un plurilinguisme fonctionnel qui associe au français la langue du milieu et on a même ajouté une langue régionale. On a parlé tout à l'heure d'Abdou Diouf. Eh bien, dans son discours, Abdou Diouf, j'aime bien aussi, moi aussi, Abdou Diouf.
Et c'est pourquoi j'ai mis d'ailleurs en exergue de mon éthique sur la francophonie dont vous avez parlé tout à l'heure, j'ai mis sa déclaration en 1789. Il serait temps que les Français entrent en francophonie. Eh bien, Abdou Diouf, dans son discours de clôture très attendu, Abdou Diouf a exprimé sa détermination comme ceci. 40 ans après les indépendances africaines, la dégradation des systèmes éducatifs d'Afrique s'aggrave et il est temps de lui trouver des solutions. Celle qui consiste à associer davantage les langues natales et la langue française est arrivée à maturité. Elle est essentielle. Il est donc indispensable dans un premier temps d'installer confortablement l'enfant dans sa langue maternelle, pour l'ouvrir ensuite sur une langue française désormais partenaire des langues culture en contact. Au début du XXIe siècle, donc, pendant que l'Union européenne passait de la subsidiarité au plurilinguisme, la francophonie passait, elle, de l'apartheid au partenariat. Alors, pour terminer sur une note plus universelle, voyons l'œuvre de l'UNESCO. Cette organisation, vous la connaissez, elle est sans conteste celle qui, dès sa création, s'est vouée à la protection de la diversité linguistique et culturelle. Son document de 1953 en faveur des langues vernaculaires est régulièrement cité. On connaît aussi ses grandes conférences, celle de Mexico sur les politiques culturelles ou de Stockholm sur les politiques culturelles pour le développement, mais je gagne du temps. En 2003, vous voyez, 2005, 2003, encore 2003, début de ce millénaire, considérant le moment venu de synthétiser sa position, elle a publié un rapport qui se voulait un résumé des principes, de ses principes directeurs depuis qu'elle existe. Ce document important s'appelle « L'éducation dans un monde multilingue », UNESCO 2003, qui débouche sur l'énoncé de 3 principes que je résume. 1. L'UNESCO encourage l'enseignement de la langue maternelle, etc. 2. L'UNESCO encourage l'éducation bilingue ou multilingue en tant que moyen de promouvoir l'égalité sociale et des sexes, etc. 3. L'UNESCO encourage la démarche qui fait de la langue une composante essentielle de l'éducation interculturelle en vue d'encourager l'intercompréhension, etc. Vous le voyez, le développement qu'il y a eu du côté de l'UNESCO par rapport à son document de 1953 qui finalement disait « il faut enseigner dans la langue de l'enfant ». Mais le point d'orgue pour l'UNESCO sera donné à l'occasion d'un long combat qui déboucha en novembre 2005 sur la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qui rendait universelle la diversité culturelle. Et je vous prie de croire, parce que j'ai participé à certaines commissions, je vous prie de croire que ça a été un réel combat. Parce que tant que les Américains n'étaient pas revenus à l'UNESCO, il y avait une unanimité totale. Je pense que c'est d'ailleurs pour contrer cette unanimité qu'ils sont revenus à l'UNESCO. Parce que dès qu'ils sont arrivés à l'UNESCO, ils se sont efforcés d'obtenir par des pressions sur les différents pays ce que l'on appelle le tiers, j'oublie l'adjectif, mais enfin c'est le tiers qui interdit qu'on ne vote une motion. Le vote fut quasi unanime. Les 2 seuls votes contre sont ceux des États-Unis et d'Israël. C'est à l'évidence une grande victoire à mettre à l'actif des responsables de la francophonie. Parce qu'il faut savoir que ce sont les diplomates francophones qui ont fait un travail de lobbying, excusez cet anglicisme, auprès des autres États.
le texte est un instrument juridique international contraignant qui met la culture à l'abri des lois du marché dont on a dit tout le danger tout à l'heure. Alors voilà, nous voilà arrivés à nos deux lignes, celle de l'unilinguisme puis celle du plurilinguisme. Que s'est-il passé? Comment peut-on expliquer ce mouvement? Je n'ai pas le temps d'entrer dans trop de détails, mais je pense à une chose dont vous avez tous entendu parler de toute façon, si vous êtes des linguistes ou des professeurs de langue, la question du bilinguisme. Si vous lisez, il y a, et il y aura encore, il y a toujours eu des tas de colloques sur le bilinguisme. Et dans ces colloques, il y a toujours eu des débats entre ceux qui disent attention, c'est dangereux, il y a des risques. Et puis, il y en a d'autres qui disent pas du tout, c'est ce qui va permettre le développement de l'individu. Eh bien, regardez ce qui se passe. Prenez un petit peu tous les colloques qui ont eu lieu il y a un siècle. Eh bien, la majorité des gens disaient attention, non, 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 rien de tel qu'une seule langue. Bon, maintenant, vous arrivez à des colloques où on dit mais vive le plurilinguisme. On peut trouver des tas d'exemples comme cela. J'essaie d'expliquer ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu une série d'évolutions, de révolutions qui donnent un éclairage utile, selon moi, pour comprendre le phénomène. Elles se sont développées tout au long du XXe siècle, avec des effets, bien sûr, cumulatifs et corrélés. Ces révolutions, je vous les cite, et puis je vais vous les exposer très rapidement. Elles ont été d'ordre linguistique, psychopédagogique, psycholinguistique, sociopolitique, universaliste et géoculturel. Vous voyez que ça fait beaucoup de choses, mais on vous a parlé tout à l'heure d'interdisciplinarité, je dirais presque de transdisciplinarité. Révolution linguistique, en quelques lignes. Au départ, avec la primauté saussurienne reconnue à l'oralité, une langue, c'est d'abord un langage parlé. C'est toute la conception classique du langage qui se trouvera bouleversée pour en arriver aujourd'hui à assimiler le phénomène à un macrosystème composé de toute une série de microsystèmes, tant verbaux que non verbaux, j'y reviendrai tout à l'heure. Qui ne voit l'abîme entre la langue symbolisée jusqu'au siècle dernier par le livre et le langage partiellement corporélisé, dirait Julio Murillo, que je ne vois pas dans cette salle, mais qui a raté l'avion, et le langage partiellement corporélisé tel qu'il nous apparaît de nos jours. Deuxième révolution, la psychopédagogie. À l'évidence, la primauté de l'oral devait entraîner une véritable mutation en didactique des langues. Spécialité promue au rang de discipline scientifique. Celle-ci va mettre en valeur le caractère structurant de l'apprentissage de la langue. Ça, c'est du Guberina. On n'enseigne pas une langue. C'est celui qui l'apprend qui est en train de se la structurer. Et il faut l'aider à se structurer la langue, qu'elle soit maternelle ou non. Et souligner dans ce phénomène le vécu et l'affectif. Troisième révolution. La révolution psycholinguistique. De cette nouvelle discipline, la psycholinguistique, qui se déploie tout au long de la deuxième moitié du siècle passé et qui s'intéresse d'abord à l'acquisition du premier langage et des autres, retenons l'accent mis sur le rôle essentiel de la langue maternelle ou du milieu en matière de développement harmonieux de l'enfant, tant au plan cognitif qu'affectif, psychique, moral, social, intellectuel. Vous pouvez encore en ajouter d'autres, et qui confirment et prolongent le document de l'UNESCO que j'ai évoqué tout à l'heure. 4. La révolution sociopolitique. Parallèlement et complémentairement, voici une révolution qui va bouleverser le domaine de l'intégration sociale, de la sécurité linguistique et de leur rapport avec la citoyenneté. On découvre que linguistiquement parlant,
l'école doit être en phase avec le milieu familial, que les règles de la démocratie doivent être débattues et exprimées dans la langue du milieu et non dans une langue étrangère. Vous imaginez les petits Africains qui sont dans une école où on leur enseigne depuis le début en français, bon, qu'est-ce qu'ils doivent penser de leurs parents? Eux, qui se disent, ah, moi je suis vraiment dans la bonne éducation, eux, ils n'en ont pas eu. Qu'est-ce que les parents doivent penser de cette école qui ne permet pas à l'enfant de s'intégrer dans leur milieu? Bon, c'est une affaire. Mais maintenant, là, sur le plan démocratique, on dit à tous ces pays, j'ai pensé à Mitterrand, qui a réuni à un moment donné à la Baule, hein, les chefs d'État, puis qui a dit, ah, à partir de maintenant, on veut bien continuer à vous aider, mais à une condition, la démocratie. Vous devez instaurer la démocratie. Et alors, on va instaurer la démocratie dans quelle langue? Révolution 5, universalisme. Le processus de mondialisation, avec ses dérives uniformisantes, acculturantes, voire déculturantes, j'insiste pas, hein, vous avez déjà entendu parler de ça aujourd'hui, induit peu à peu une concrétisation singulière du rêve universaliste des philosophes du XVIIIe. Ceux-ci étaient soucieux d'appréhender la totalité des connaissances à la lumière de la raison et de généraliser les valeurs communes à tous les êtres, proclamés naturellement égaux, sans discrimination aucune. Avec la réflexion moderne sur la nature des langues, un immense pas de plus est franchi. On comprend désormais que c'est à travers de sa propre langue que l'individu voit le monde, qu'il en interprète le sens, qu'il accède à l'universel. On comprend que toutes les cultures offrent leur propre construction du sens de la vie et du monde, que toutes les langues participent dès lors à l'interprétation de l'univers, que si aucune langue, aucune culture ne peut prétendre en déchiffrer le sens de l'univers parfaitement, le dialogue des langues et des cultures permet donc de s'en rapprocher. En outre, on comprend que, s'il est vrai que la première langue découpe la seconde à sa façon et découpe le monde à sa façon, il y a intérêt à pouvoir s'en émanciper, ne serait-ce que pour se prémunir contre le risque de fermeture d'esprit, de méfiance vis-à-vis de l'étranger, d'autosatisfaction, d'absolutisme, d'intolérance. On le voit, cette concrétisation nouvelle résulte en grande partie de la dialectique interlinguistique et interculturelle, en vertu de laquelle l'identité de chacun se trouve révélée par l'altérité. Au combat des langues se substitue aussi la recherche d'un bilinguisme ou d'un plurilinguisme fonctionnel. Dernière révolution, dernière étape, la révolution géopolitique. Cette autre révolution majeure est liée au progrès et surtout aux menaces de la globalisation uniformisante et à la prise de conscience du danger de pensée unique. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, mais je voudrais insister là-dessus. Le danger de l'anglais, c'est pas l'anglais. C'est l'anglais seul. C'est là qu'est le danger. Parce que le danger de hiérarchiser les langues, c'est qu'il faut savoir que toute langue a une tendance à un certain impérialisme. Elle va avoir une influence, même si c'est inconscient. Et par conséquent, une hiérarchisation des langues implique une hiérarchisation des cultures. Si vous avez une seule langue, vous aurez une seule culture. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit déjà arriver. Hein? Bon. Mais je n'ai pas le temps de développer cela. Cette révolution majeure est liée à l'évolution écologique des langues dans le sens d'une hiérarchisation linguistique. Et toute
ces révolutions dont je viens de parler peuvent expliquer, selon moi, le changement de paradigme de l'un vers le multiple que je tenterai d'éclaircir dans ma conclusion. Mais auparavant, je m'en voudrais, me trouvant dans cette faculté des lettres et des arts, de ne pas mettre en évidence la contribution majeure qui fut sienne au cours du dernier demi-siècle, plus précisément avec la création en son sein, en 1954, de l'Institut de phonétique qu'anima le regretté Petar Guberina, qui m'honora de son amitié et à qui je dois beaucoup, beaucoup. Ce n'est certes pas le moment de rappeler l'œuvre de cet être extraordinaire, dont les recherches et les activités ont enrichi à la fois les domaines par ailleurs si liés de la pathologie de l'audition et de la didactique des langues. Dans le cadre de mon sujet, je voudrais seulement aborder rapidement le second. Vers la fin des années 50 du siècle dernier, le monde des linguistes francophones a vécu avec passion l'épopée de la méthode audiovisuelle de Saint-Cloud, Voix Images de France. Véritable point de départ d'un tsunami en enseignement des langues. Voix Images de France était le produit d'une remarquable équipe d'enseignants de l'INS de Saint-Cloud, dirigée par Paul Rivain, et à laquelle Guberina, lui-même entouré de disciples compétents, avait été associé en qualité de phonéticien. Cette méthodologie, très vite étiquetée d'ailleurs de Saint-Cloud Zagreb, parce qu'appliquée à d'autres langues, contribuera incontestablement aux évolutions que j'ai synthétisées ci avant. Mais qu'avait-elle de vraiment extraordinaire? L'audiovisuel, certainement pas. Rien qu'un moyen. La langue fondamentale des situations les plus courantes, non. Rien finalement que du bon sens. Moi je vois deux apports majeurs. D'abord, la conception structuro-globale de Guberina et son fonctionnement, que je résumerai ainsi très rapidement. La parole fonctionne comme un macrosystème composé de nombreux microsystèmes interactifs, lexical, morphosyntaxique, phonologique, mélodique, rythmique, mimogestuel, extralinguistique même, comme la dimension pragmatique. Chaque microsystème peut participer à la construction du sens par la capacité qu'il a d'appréhender en une fraction de seconde, dans un ensemble fort complexe, très complexe parce que la parole est redondante. On le disait tout à l'heure, mais pas dans l'esprit où je vais le dire. Au fond, celui qui parle, c'est lui qui maîtrise le temps. J'ai vu votre papier de 5 minutes, mais vous ne l'avez pas encore soulevé. Celui qui parle maîtrise le temps. Et donc, il a intérêt à avoir de la redondance. Parce que celui qui écoute, il se dit, mais quand est-ce qu'il aura fini? Parce que je commence à avoir faim. Et par conséquent, il n'y a plus que de temps en temps une affaire qui passe. Une affaire qui est où? Dans la redondance de la globalité, qui va vous permettre, j'espère, de structurer la suite de l'exposé. Bon, le modèle phonologique est à cet égard très parlant, ça je ne vais pas vous faire un cours de phonétique, et peut être étendu par analogie à tous les microsystèmes, ainsi qu'au macrosystème lui-même. En outre, le même mécanisme concerne à la fois, et ça c'est extraordinaire chez Guberina, à la fois la perception et la production. Ces deux opérations étant étroitement liées, comme Guberina aimait le souligner. Enfin, la structuration, véritablement insérée dans la logique du vivant, s'étale dans le temps selon une succession de hiérarchies fondées sur des conduites opératoires qui font qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de classe de langue, mais d'activité de langue. Deuxième apport de cette méthodologie, l'importance du rôle accordé à la perception, surtout au début de l'apprentissage.
Le système verbotonal de Guberina, comment ne pas le citer, appuyé sur cette corrélation entre surdité phonologique et crible phonologique, propose un travail audiophonatoire incontestablement efficace d'éducation de l'oreille. L'avoir intégré aux ensembles pédagogiques proposés aux maîtres était en soi un événement exceptionnel, qui n'est d'ailleurs pas assez imité. C'est encore aujourd'hui un apport considérable dont la communauté enseignante est loin d'avoir saisi la juste mesure. Et le moment est venu de conclure. Il n'est plus pour 5 minutes. Langue, changement de paradigme. Maintenant, je mets un point d'interrogation. Si le terme paradigme signifie en épistémologie modèle de pensée, la question à se poser est de savoir si les considérations que je viens de faire cernaient clairement le paradigme de la langue. À l'évidence, de Rivarol à nos jours, la conception de la langue s'est modifiée de fond en comble. Cependant, y voir seulement le passage de l'un au multiple n'est peut-être pas l'interprétation la plus pertinente, car dans le processus, l'un est loin d'être sacrifié. Ne sort-il pas, au contraire, renforcé par le contact enrichissant des différences? Dès lors, notre paradigme ne serait-il pas plutôt celui de l'unité dans la diversité? Tiens, l'unité dans la diversité, c'est depuis juin 2000 la devise de l'Union européenne. Merci de votre attention. Merci. Il nous reste même un peu de temps pour une petite discussion, peut-être une question. Professeur Renard. Je voudrais juste signaler qu'il y a un numéro de Synergie France, hommage à Paul Rivinc, qui est ici sur la table. Oui, je vous en prie. Le petit sujet que nous avons touché justement montre évidemment il y a cette solidarité, il y a la recherche d'une certaine unité culturelle dans la diversité, mais il y a aussi l'idée du conflit des civilisations, le choc des civilisations, la fameuse idée de Huntington. Les langues y entrent. Dans les conflits balkaniques, on a vu la langue comme un élément d'un jeu, disons, tragique. Il faut en tenir compte aussi. Juste une très rapide réponse à cette question que j'ai essayé de donner à Montreux. Conflit des civilisations et de cultures. Il y a une erreur dans l'idée. Ce ne sont pas les cultures vraies qui entrent en conflit. Ce sont les cultures qui sont précédemment travesties, transformées en idéologie, qui fonctionnent en tant qu'idéologie et qui se heurtent l'une contre l'autre en tant qu'idéologie. Et donc il faut craindre justement ce décalage de la culture, de la civilisation vers l'idéologie, ce qui arrive très, très souvent. Même dans une polémique avec l'américain, l'anglais, etc., il y a aussi ce genre de décalage. Et je crois qu'il faudrait y réfléchir plus sérieusement. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois profondément que le problème se trouve au niveau de la politique et de la religion en tant qu'institutionnalisée. Le problème des langues et des cultures, c'est qu'il faut veiller à ce qu'elles ne soient ni instrumentalisées par les politiques, ni par les religions. Ni idéologisé, vous n'avez pas ce terme en français. Idéologisé, vous l'avez? On pourrait l'avoir en Belgique aussi, bien qu'on parle de la mort des idéologies, mais je n'y crois pas. Oui, monsieur Fognin. Monsieur, j'ai beaucoup admiré votre enthousiasme. Oui, je disais, j'ai beaucoup admiré votre enthousiasme et les combats que vous avez menés avec d'autres.
Et vous avez parlé, vous avez fait un panégyrique de l'Union européenne dans sa conception du multilinguisme. Alors, je voudrais apporter l'expérience de quelqu'un qui a beaucoup pratiqué les projets européens. Et là, le multilinguisme est de surface. On vous donne le mode d'emploi dans un certain nombre de langues. Vous passez dans l'entonnoir et vous vous retrouvez dans quelque chose qui est l'unicité anglo-saxonne, obligatoire. On vous dit, éventuellement, vous pouvez dans cette langue-ci ou celle-ci, le choix est très réduit, français, allemand ou espagnol, pas plus, et on vous laisse entendre que si vous n'adoptez pas l'unicité, vos chances de succès sont pratiquement nulles. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est pourquoi j'ai fait une distinction tout à l'heure entre le de jure et le de facto. Le problème de l'Union européenne, c'est là qu'il est. À l'université de Mons, depuis 15 ans, nous organisons, à la demande de Wallonie-Bruxelles International, nous organisons des stages destinés à des diplomates ou de futurs diplomates de l'Union européenne. Et je leur dis tout, et je leur fais une conférence sur la francophonie. Et je leur dis, attention, l'Union européenne, eh ben, voilà quelles sont les règles. Ces règles ne sont pas appliquées. Et déjà, en ce qui concerne vous, il y a toute une partie de l'Assemblée qui vient des pays nouvellement entrés dans l'Union européenne. Je leur dis, il y a une chose scandaleuse qui s'est passée. Par un règlement, je pense, d'avril 2004, ou un petit peu avant, on a signalé à tous les pays demandeurs que dorénavant, le courrier entre les deux se ferait en anglais. Je trouve ça scandaleux. Et je leur dis, ne croyez pas que je vais maintenant vous dire, on aurait dû vous offrir le français ou l'allemand, pas du tout. Quand on discute d'un traité avec quelqu'un, on respecte sa langue. Et par conséquent, je le dis aux Croates, aux amis croates, qui sont peut-être en train de discuter maintenant de l'entrée dans l'Union européenne, c'est pas en anglais qu'ils doivent discuter de ça. Ils peuvent peut-être recevoir des documents en anglais, d'accord, mais leur réponse, ça doit être en croate. On a assez de traducteurs dans l'Union européenne et d'interprètes. De toute façon, il faudra en avoir pour le croate. Eh bien, il n'y a pas de raison que lorsque on discute de choses aussi importantes qu'un traité international, on ne donne pas la parole aux gens dans leur langue. Parce que je dis toujours à mes futurs fonctionnaires, interprètes étrangers, je leur dis, vous êtes venus ici parce que vous connaissez le français et que vous travaillez dans des services internationaux en français, dans vos pays respectifs. Alors je dis, vous savez, on peut se mettre autour de la table et on va discuter maintenant d'une convention dont je vais vous donner le texte en français. Alors vous me dites que vous connaissez le français, mais moi je prétends que je vais vous rouler là-dedans. Je peux vous rouler là-dedans. Voilà. Donc je vous donne tout à fait raison, mais il faut savoir, là, il faut savoir, je suis désolé de devoir dire cela, alors que je sais que le colloque est organisé notamment avec l'ambassade de France, mais je sais aussi que je ne suis pas seul à penser ce que je pense là. Dans la francophonie, le chaînon faible, c'est la France. Mais ça, qui est-ce qui le dit? Mais les Suisses, les Québécois, les Belges, parce que nous sommes dans des situations où nous voyons les choses autrement qu'on ne peut le voir quand on est dans un endroit protégé, parce que tout le monde parle notre langue, et là, il n'y a pas de problème. Hein? Donc là, je crois qu'il faut se défendre. Il faut se défendre. Je ne supporte pas que M. Trichet, qui est le Français qui préside la Banque européenne, chaque fois qu'il fait son rapport, il le fait en anglais. C'est insupportable. Insupportable. Ou alors, qu'on nous dise pourquoi. Qu'on nous dise, on a dit à la France, d'accord, vous aurez droit à avoir un Français pour présider la commission, mais à la condition qu'il ne parle pas français. Bon, ben qu'on le sache. Bon, donc il faut se défendre.
Une question? Oui. Alors, j'ai plusieurs casquettes ici. Bonjour à tout le monde. Une, c'est un professeur de français à la faculté d'économie. L'autre, c'est présidente de l'Alliance française de Zagreb. Et une troisième, c'est interprète. Oui. Alors, en tant qu'interprète, nous avons lancé l'Association des interprètes de conférences de Croatie. Nous avons lancé maintenant, ces jours-ci pratiquement, dans les journaux, dans les médias, en appelant les négociateurs, donc tous ceux qui, au nom de la Croatie, négocient cette adhésion de la Croatie à l'Union européenne, de parler en croate et de faire usage des interprètes accrédités auprès de l'Union européenne, là où on avait dit on comprend le mieux sa propre langue, sa propre philosophie, sa façon de penser. Là, vous aviez parlé d'un élément psychosociologique, c'est aussi un peu de complexe. Ce complexe d'infériorité de parler une langue que personne ou que très peu de gens comprennent, faire preuve que nous, les Croates, nous parlons l'anglais et nous pouvons négocier en anglais. Donc là, c'est un élément. Un autre élément, c'est aussi l'élément financier, si vous voulez. Lorsque vous avez dit que ça coûtait 2,26 par citoyen par an, c'est une information dont disposent très peu de gens. À la Haye, au tribunal international de la Haye, il y a une cabine qui s'appelle BSC. C'est le bosniaque, le serbe et le croate. C'est une nouvelle langue créée par la Haye, tout simplement, où s'échangent des interprètes d'après leur tour. Je crains fort que cet élément financier sera celui qui va déterminer le destin du multilinguisme, du multiculturalisme, et on va nous dire, écoutez, on regrette, mais ça coûte beaucoup. Je vais répondre à ce dernier argument-là. Tout d'abord, tout ça est très juste, n'est-ce pas? Mais il y a une chose qu'il faut bien se mettre en tête. C'est pour ça que je vous ai lu l'extrait du document de la Commission européenne, qui dit, d'accord, ça a un coût, et qui le fixe, mais c'est le prix de la démocratie. J'imagine que demain, on dise, il n'y a plus que 3 langues, français, anglais, allemand, par exemple. Bon, tous les documents arrivent en français, anglais, allemand. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que maintenant, tous les documents, si vous le demandez, peuvent être traduits en croate. Ils sont traduits. Il y a des traducteurs qui font ça. Qui est-ce qui paie cette traduction? Pour le moment, l'Union européenne. Coût, je vous l'ai dit, 2 €, etc. Ça, c'est un devoir de solidarité démocratique. Parce que si vous ne faites pas cela, mais les petits pays qui ont une petite langue, je mets des guillemets, parce que la commissaire Reding, au moment où elle a lancé l'Europe des langues, a dit il n'y a pas de petite langue. Parce que pour tout individu, sa langue est une grande langue. Bon, donc, si vous décidez qu'il y en aura 3 grandes, ou une, peu importe, ou 3, ceux qui sont les petits là-dedans, ou bien ils s'inclinent, et ils se diront, bon, ben soit, on va apprendre la langue de l'autre, avec cette difficulté qui a été relevée tout à l'heure, pour dire, oui, oui, je connais la langue, et puis on s'aperçoit qu'on la connaît à 30% ou 40%, etc. Bon, ou bien c'est ça, ou bien le petit pays va se dire, quoi, on néglige ma langue? Eh bien, ok, je vais faire traduire tous les documents qu'on nous envoie. Vous imaginez que les petits pays peuvent se permettre ça? Non, c'est pas possible. C'est un coût. Le coût dont on parle, c'est l'Union européenne qui le supporte. Elle peut le supporter. Elle doit le supporter. Parce que c'est un problème de solidarité. On accueille Malte
eh bien le maltais est une langue de l'Union européenne. Et alors peu importe combien ils sont, si on ne leur traduit pas, ils vont devoir se mettre à traduire en maltais. Ils n'ont pas les moyens de traduire tout en maltais. Donc je crois que sur ce plan-là, il faut se battre. Il faut se battre. Je vous remercie. Je crois suscité une discussion assez vive. Aurait besoin d'encore de temps, mais peut-être faudrait-il changer cette devise unité dans la diversité par hiérarchie harmonieuse en diversité linguistique. Voilà. Mais hiérarchie, c'est comme démocratie, ça coûte cher. Merci bien.